Troisième tendance, le local ou le global. Alors ça a été une grande question qui a agité souvent les communicants. Et pendant longtemps, c'était, à vrai dire, assez simple. Soit on faisait de la com locale ou nationale ou régionale, et ça débordait rarement les limites de ce périmètre, soit on faisait du global. Et là, on pensait global et on envoyait les mêmes formulaires, les mêmes visuels pour tout le monde dans tous les pays parce que ça devait marcher comme ça. Tout ça est assez vite aboli, on ne peut plus penser ou global ou local, c'est un mélange des deux, et là encore, les réseaux sociaux ont complètement accéléré ce phénomène, puisque les deux se mêlent en permanence. Si vous suivez un fil Twitter, vous avez aussi bien de l'info locale, dans le sens ce qui est proche de vous, et puis des choses qui sont beaucoup plus lointaines, mais qui peuvent finalement vous affecter. Alors j'ai pris comme exemple le fameux fail de Starbucks en Argentine. Alors pour ceux qui sont hispanisants, ça sera assez simple à lire. Pour faire bref, l'histoire est partie d'une chose finalement toute bête. Le community manager de Starbucks a voulu informer tous les consommateurs argentins de la rupture de stock des fameux manchons siglés Starbucks Coffee qui servent à éviter de se brûler les doigts quand vous commandez un café dans l'enseigne. Ils ont le chic pour vous servir un café brûlant. Et ils se sont retrouvés en rupture de stock. Donc pour expliquer qu'ils allaient remplacer ça par des manchons sans logo particulier, le community manager a publié un message en disant que, eh bien, dans l'attente de retrouver ces fameux manchons prestigieux, on va dire, eh bien, l'enseigne achetait des manchons classiques chez un producteur local. Après tout, on peut se dire, où est le problème? Eh bien, le problème a été que ça a été très mal reçu par les Argentins qui ont vu là une sorte de mépris yankee, de mépris américain en disant oui, alors en gros, vous êtes en train de nous dire que les produits locaux que vous utilisez maintenant à défaut, ça ne vaut rien en attendant que vous ayez à nouveau vos fameux manchons américains. Et ça a été très loin, puisque bien le buzz est parti tout de suite sur Twitter. Et tellement Starbucks a été mis sous pression que le PDG de Starbucks Argentina a dû aller s'expliquer dans plusieurs grands médias nationaux, sur les plateaux de télévision, pour calmer le jeu et expliquer que c'était simplement une erreur. Et là aussi, ça avait un enjeu derrière énorme, puisque l'Amérique du Sud fait partie pour Starbucks de ses grands axes de développement, et notamment l'Argentine et le Brésil, où il prévoit de très nombreuses ouvertures de magasins. Et un simple petit tweet comme ça, eh bien, aurait pu largement, on va dire peut-être pas empêcher, mais ralentir en tout cas le déploiement de Starbucks dans ces pays, du fait de la vexation qui avait été engendrée par le tweet. Donc on voit bien que le local, le global, tout ça n'a plus de sens. Alors le quatrième, c'est le fameux bad buzz, ça il est connu, mais le bad buzz conjugué au temps réel, c'est encore pire. Et là, clairement aussi, on est dans une accélération du temps médiatique et social complètement fou. Alors on l'avait déjà vécu avec les médias, avec les chaînes Tout Info, on l'a vu notamment dans la prise, quand Mohamed Merah avait été cerné par la police. On a vu comment les chaînes d'information pouvaient ramer pour essayer de meubler l'antenne 24 heures sur 24. Mais pour les marques, on est à peu près dans le même registre. On est exposé en permanence. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, c'est la livraison express jusqu'au bout. Sauf que voilà le monsieur qui était à l'autre bout, qui avait commandé un écran d'ordinateur. Lorsqu'il a déballé son carton, il a trouvé quelque chose de complètement en vrac, bien sûr, en miettes. Et fou furieux, il a décidé eh bien, de récupérer les images de sa caméra de surveillance et de les mettre sur YouTube et de faire part à tout le monde de sa mésaventure. Et ça a marché très fort, puisqu'en l'espace de 24 heures, 3 millions de vues aux États-Unis et même ailleurs, et surtout, bien sûr, une volée de bois vert de la part des internautes à l'attention de la direction de FedEx, qui a dû s'excuser 48 heures plus tard dans une vidéo où un des grands dirigeants est intervenir pour faire son mea culpa et calmer le jeu au regard du service quelque peu déplorable de son employé. Alors le cinquième est un petit peu le mélange, le cocktail de ce que je viens de décrire,
avec un terme, l'infovoir, qui est à la base un terme qu'on a plutôt utilisé pour les hackers qui se livrent à des attaques informatiques sur les serveurs de gouvernements ou de sociétés dont les idées leur sont opposées. Mais l'infovoir, maintenant, est devenu aussi quelque chose qui a à voir avec la réputation et l'information que les entreprises peuvent soit diffuser, soit subir. C'est-à-dire que les entreprises, maintenant, sont face à des véritables guerres informationnelles où la rumeur, l'intox, la désinformation peuvent être aussi partie prenante. Et là, j'ai pris un cas assez emblématique. Alors, c'est encore Greenpeace qui maîtrise de toute façon de manière extrêmement brillante l'usage des réseaux sociaux. Mais là, ils ont été un cran plus loin avec l'histoire de Shell. Shell s'est vu accorder des permis pour procéder à des forages exploratoires dans l'Arctique, puisque avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que maintenant certains gisements de pétrole pourraient être accessibles. Bien entendu, l'organisation écologiste a voulu s'opposer à cette décision. Elle a amené au départ des choses tout à fait classiques, donc à la fois de la viralisation par réseaux sociaux, des messages qu'on connaît, pour demander à Shell d'arrêter immédiatement cette exploitation, justement en utilisant le symbole de l'ours, et puis des happenings dans les stations-service, dans les bureaux de Shell, un peu partout dans le monde, pour essayer de sensibiliser les gens à la cause. Et puis, rien n'y a fait, ça n'a pas vraiment marché. Et dans ces cas-là, eh bien, Greenpeace a réfléchi en mai 2012 à quelque chose qui pose question, parce que je pense qu'on verra à nouveau le phénomène se produire. Et pour nous, communicants, c'est un vrai défi qui nous est posé. Ils ont décidé de franchir une limite et d'aller jouer subtilement sur la rumeur et l'intox. Le premier pas qu'ils ont fait, ça a été de faire une copie très bien imitée du site institutionnel que Shell avait ouvert pour justement informer sur leurs activités en Arctique et la progression des forages exploratoires. Greenpeace a fait un site qui est vraiment une copie, alors avec des messages mi-farfelus, mi-sérieux, où on pouvait facilement se laisser prendre au jeu et croire que ça émanait de Shell. Et le fait est que beaucoup de gens, effectivement, ont cru que cela émanait de Shell. Alors il y avait des messages assez cyniques et que les gens se redispatchaient, pensant vraiment que c'était Shell qui les émettait. Et bien sûr, commentant au passage la position, ou en tout cas l'approche de Shell, de manière plutôt virulente. La deuxième chose, ça a été un petit film qui a été réalisé par les gens de Greenpeace. C'est une petite sauterie qui est censée se dérouler au Space Needle de Seattle. Et là, on voit des grands dirigeants de Shell, des politiques, se réjouir et célébrer donc l'ouverture du premier forage et se réjouir que le pétrole va bientôt couler grâce à Shell et grâce à l'exploitation en Arctique. Donc c'est une petite vidéo qui est tournée façon caméra amateur, comme si vous aviez un smartphone, avec donc une dame qui semblait être une actionnaire ou une héritière, c'est au choix. Et là, je vous laisse découvrir la suite. Tout se passe bien. Why are you still filming? Obviously, you have a mess up. Can I have that phone, please? Voilà, et à la fin, on voit l'intervention d'un vigile, comme si cette vidéo finalement avait été volée et qu'on voulait cacher, que Shell voulait cacher quelque chose qui n'était pas vraiment regardable et pas vraiment flatteur. Cette vidéo a été aussitôt mise sur YouTube et là encore, bingo, elle a été diffusée à 1 million, enfin elle a été vue à 1 million de fois. Et tout le monde s'est interrogé, mais qu'est-ce que c'est que cette fête? Et pour pousser l'avantage un peu plus loin, un mois plus tard, Greenpeace a ouvert un faux fil Twitter qui était censé émaner cette fois-ci du service média de Shell. Un fil Twitter qui balançait des messages assez méchants, un petit peu à la Nestlé, en disant tous ceux qui retweetent des images critiques contre Shell seront poursuivis par nos services d'avocats. Donc là, vous imaginez la réaction également. Les gens se sont offusqués en disant que ce n'était pas normal, qu'on ne respectait pas la liberté d'expression. Tout ça a duré donc pendant plusieurs semaines,
Finalement, quelques journalistes ont fini par trouver le filon et l'explication, mais entre-temps, le mal a été fait, puisque, assez étrangement d'ailleurs, le service communication, face à toutes ces attaques, le service communication de Shell n'a pas répondu et a laissé s'opérer la diffusion de ces messages, si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore persuadés que tous ces messages qu'on a vus, qui sont finalement des faux et que Greenpeace a finalement reconnu comme tel, maintenant on a le dessous des cartes, eh bien beaucoup de gens croient que c'est vraiment Shell qui les a fait. Donc voilà comment on détruit la réputation d'une entreprise en quelques secondes. Alors, s'il fallait retenir 5 enseignements pour 2013, c'est ceux-ci, ce sont des enseignements vraiment très simples, très basiques, mais je pense que le pragmatisme a encore de l'avenir sur les réseaux sociaux. La première chose, c'est que c'est le fameux consomme-acteur qui a débarqué et qui le fait savoir. C'est clair, on ne peut plus lui parler maintenant comme à un gamin de 7 ans. Les internautes sont de plus en plus informés, sont des émetteurs maintenant actifs, engagés, virulents et qui entendent être considérés comme de véritables interlocuteurs. Si vous continuez avec cette com qui a longtemps prévalu, où on est top-down et un petit peu condescendant, vous pouvez être sûr que vous vous ferez probablement allumer sévèrement. La deuxième chose, c'est qu'on arrête avec les quantités de contenu qui circulent dans tous les sens. Ce n'est pas forcément ce que les internautes attendent. On l'a vu tout à l'heure, et Eric le mentionnait tout à l'heure, on veut des marques qui racontent vraiment quelque chose, qui soient concrets, qui apportent un service, qui apportent une information, qui apportent un bon moment aussi, parce qu'on peut être dans le registre du plaisir, mais que ce soit de la qualité. C'est avant tout ça qu'on attend d'une marque ou d'une entreprise. La troisième chose, c'est du dialogue, c'est-à-dire qu'au-delà des contenus qu'on pousse, c'est également avoir du dialogue, c'est répondre aux questions, c'est toujours considérer les gens et sortir de ce monologue que j'appelle incantatoire parce que ça a longtemps été aussi la posture de la communication corporate. On balance des messages et on est persuadé que les gens vont automatiquement adhérer. Ça n'est plus le cas, si tant est que ça a été le cas un jour. La quatrième chose, c'est l'honnêteté préférable, même si on est imparfait. Je crois que là-dessus aussi, il faut sortir d'un espèce de fantasme qui est de dire les entreprises doivent toujours être nickel, carré, rien ne doit déborder, tout doit être standardisé, calibré. Non. On peut être honnête, si on a une posture honnête, si on a une posture sincère, ça passera beaucoup mieux, même si on a des défauts, même si parfois on commet des erreurs. Si on a l'honnêteté de les reconnaître, ça sera beaucoup plus admis par les communautés qui vous entourent que si vous cherchez à planquer ou si vous cherchez à arrondir les angles de manière exagérée. Et enfin, pour finir, et je crois que c'est le plus important, c'est que quand on aura construit et alimenté, parce qu'après ça s'entretient, c'est jamais acquis, c'est vraiment une toile de Pénélope, quand on a acquis cette réputation intelligente qui interface et interagit avec toutes ces communautés, avec son écosystème, eh bien naît la confiance, et la confiance est probablement le meilleur des ROI, puisqu'on est dans l'ère du ROI, il faut tout mesurer. Mais je crois que de la confiance, quand on l'a acquise, en tout cas quand on a quelque chose de solide, eh bien c'est le meilleur amortisseur. Le jour où on rentre dans des zones de turbulence, où on a des petites crises qui éclatent, eh bien cette confiance permet d'amortir amplement le choc. Voilà qui clôt ma présentation. Merci.